le Front populaire. Bonjour à tous. Quand on pense aux années 30 en France, on imagine souvent une période sombre. La crise économique, la montée des tensions, la marche inexorable vers la Seconde Guerre mondiale. Mais au cœur de cette décennie, il y a eu un moment d'une incroyable intensité. Un épisode qui a soulevé autant d'espoirs immenses que de haine féroce. Alors des images nous viennent tout de suite en tête, des ouvriers qui occupent joyeusement leurs usines, des bals improvisés au son de l'accordéon, et surtout des familles découvrant pour la première fois la mer ou la montagne grâce aux congés payés. Ce moment-là, c'est le Front populaire, une alliance politique de gauche qui, en un temps très court, a profondément changé la France avant d'échouer. Alors comment cette parenthèse, à la fois enchantée et tragique, a-t-elle pu s'ouvrir ? Quelles ont été ses grandes réussites et ses échecs cuisants ? Et quel héritage nous a-t-elle réellement laissé ? Découvrons ensemble l'histoire complexe du Front populaire. Pour comprendre sa naissance, il faut revenir au début des années 30. La France, qui se croyait à l'abri, est frappée à son tour par la grande crise économique née du krach de Wall Street en 1929. La production industrielle chute, le chômage explose et des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans emploi, sans aucune indemnisation. Oui, il n'y a pas vraiment d'allocation chômage à l'époque. Donc quand on perd son travail, on n'a plus rien ou pas grand-chose, des aides très limitées. Et les gouvernements successifs, instables, appliquent des politiques d'austérité, comme les décrets-lois de Pierre Laval en 1935, qui réduisent de 10% les salaires des fonctionnaires. Et les Français ont le sentiment que les hommes politiques n'arrivent pas à résoudre la situation économique. Et ce climat profite aux ligues d'extrême droite, l'Action française ou les Croix de Feu. Alors ces ligues, ce sont des mouvements politiques très marqués à l'extrême droite donc, et qui dénoncent un régime parlementaire jugé corrompu et faible. Elles veulent un pouvoir fort, autoritaire. Et l'étincelle, c'est l'affaire Stavisky, en 1934. Alors c'est un scandale financier qui implique un escroc, Alexandre Stavisky, qu'on a retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Le Canard enchaîné titre d'ailleurs ironiquement, je cite, « Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant ». Alors c'est un scandale qui va éclabousser plusieurs hommes politiques. Et l'extrême droite s'en empare pour crier à la corruption généralisée. Le 6 février 1934, à Paris, les ligues organisent une grande manifestation près de l'Assemblée nationale. « Dehors les voleurs, dehors les corrompus », hurle-t-il. Et c'est un rassemblement, peut-être un coup d'État, d'ailleurs les historiens en débattent. Ce rassemblement, en tout cas, il tourne à l'émeute. Bilan, une quinzaine de morts et des centaines de blessés. Pour toute la gauche, le message est clair. C'est une tentative de coup d'État fasciste. Alors on a des précédents en Europe. Il y a la marche sur Rome de Mussolini en 1922, et plus proche, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors lui, il n'est pas arrivé à la suite d'un coup d'État, mais par des alliances politiques. Mais sa prise de pouvoir s'est suivie de la perte des libertés et de la mise en place du Troisième Reich. C'est donc un choc, ce 6 février 1934, qui provoque un sursaut républicain. Alors jusque-là, elles étaient profondément divisées, les forces de gauche. Maintenant, elles comprennent qu'elles doivent s'unir. Le 12 février, à Paris, une chose totalement impensable, quelques semaines plus tôt, on voit les cortèges socialistes de la SFIO. Alors la SFIO, c'est la section française de l'Internationale ouvrière. Bon, pour faire vite, c'est un peu l'équivalent du Parti socialiste actuel. Et les cortèges du Parti communiste français, le PCF, deux partis ennemis jurés depuis le congrès de Tours de 1920, et donc ces deux cortèges finissent par fusionner sous la pression de la base. Un pacte d'unité d'action est signé en juillet 1934. Alors c'est une nouvelle stratégie qui est aussi encouragée de l'extérieur par Moscou, qui face à la menace de l'Allemagne nazie, pousse les partis communistes à s'allier avec les autres forces antifascistes. On a donc deux partis, SFIO et PCF, qui vont être rejoints par un troisième, le Parti radical, ainsi que par des intellectuels comme Paul Langevin, Paul Rivet ou encore le philosophe Alain, qui fondent le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Et le baptême de cette nouvelle alliance a lieu le 14 juillet 1935. 500 000 personnes qui défilent à Paris
et prête serment de rester unis pour, je cite, « donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et au monde entier la grande paix humaine ». Le Front populaire est né, et un programme commun est élaboré avec un slogan simple, le pain, la paix, la liberté. Alors, un programme qui reste volontairement modéré pour ne pas effrayer les classes moyennes, c'est la base électorale des radicaux. Et c'est donc cette alliance et ce programme commun qui est présenté aux électeurs. Aux élections législatives du 3 mai 1936, c'est la victoire. Le Front populaire obtient la majorité absolue avec 386 sièges sur 608. Les communistes sont les grands vainqueurs, ils passent de 11 à 72 députés, tandis que les radicaux sont les grands perdants, même s'ils restent indispensables à la coalition. Pour la première fois de son histoire, la France va être dirigée par un chef de gouvernement socialiste, Léon Blum. Et un immense espoir soulève alors le pays. Mais le gouvernement Blum ne doit prendre ses fonctions qu'un mois plus tard. Alors là, impatients, les travailleurs déclenchent spontanément un mouvement de grève d'une ampleur sans précédent. Oui, des grèves avant que le gouvernement soit institué. Ces grèves partent des usines d'aviation du Havre et de Toulouse, il va gagner la métallurgie parisienne, puis il s'étend à tous les secteurs. Ce sont les fameuses grèves avec une grande nouveauté, l'occupation d'usines. On y organise des bals, on joue aux cartes. La philosophe Simone Veil écrit « Cette grève est elle-même une joie pure ». Il y avait des soirées, il y avait sur la place publique, il y avait de la musique, on dansait, tout le monde se réjouissait. Mais pour le patronat et la bourgeoisie, cette vague de grève déclenche une grande peur sociale. Pour la première fois, des patrons sont contraints de dialoguer avec leurs ouvriers. Henri Vieildan, qui est un ouvrier serrurier de l'époque, il raconte son face-à-face avec son patron qui ne lui avait jamais adressé la parole. Je cite, « Il était pâle, ses lèvres trahissaient l'émotion. Messieurs, votre action ne me surprend pas, nous vivons une période de trouble. » Le gouvernement de Front populaire est constitué. Et donc, c'est sous la pression des milieux d'affaires, qui sont effrayés par une possible contagion révolutionnaire, que le gouvernement Blum, qui est à peine investi, va réunir patronat et syndicats à l'hôtel de Matignon. Le 8 juin 1936 sont signés les fameux accords de Matignon. Alors ces accords prévoient une augmentation générale des salaires de 7 à 15%, la reconnaissance de la liberté syndicale et l'instauration de délégués du personnel. Et dans la foulée, et pressé par l'urgence, le Parlement vote à une quasi-unanimité toute une série de lois sociales historiques qui n'étaient d'ailleurs pas prévues dans le programme électoral, ni même dans les accords Matignon. On va voir ainsi la semaine de 40 heures, au lieu de 48, sans diminution de salaire, et surtout 2 semaines de congés payés pour tous les salariés. Alors l'idée, j'insiste, n'était pas dans le programme du Front populaire, elle a été jugée totalement utopique. Et pourtant, ces congés payés sont votés. Alors ils existaient déjà de façon limitée, mais dans certains secteurs, la fonction publique, quelques entreprises. Là, il s'agit de les généraliser. Et pour beaucoup, c'est une révolution. L'idée même de vacances n'existe pas dans le monde ouvrier. Je vous dirais que quand il y a eu la fin de la grève et les congés payés, on avait encore du mal à réaliser que c'était possible. Partir 15 jours en vacances et toucher la paye en revenant. Léo Lagrange, le premier sous-secrétaire d'État aux loisirs, va créer un billet de train à tarif réduit qui permet à des centaines de milliers de Français de découvrir la mer. Les fameux salopards en casquette, comme les surnomme avec mépris une partie de la bourgeoisie. Il y a ceux qui y vont à la mer en train, il y a ceux qui vont en mer en vélo, il y en a même certains qui y vont à pied. Léon Blum nomme aussi 3 femmes sous-secrétaires d'État, Cécile Brunswick, Suzanne Lacorre et Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie. C'est une première, alors qu'elles ne sont à l'époque ni électrices, ni éligibles. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les rues, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Mais l'euphorie est de courte durée. Le Front populaire se heurte très vite à d'énormes difficultés. D'abord, l'échec économique. Contrairement aux espoirs, la production stagne et le chômage augmente. Les hausses de salaire sont vite annulées par une forte inflation, c'est-à-dire la montée des prix.
La loi de 40 heures est accusée de rigidifier l'économie et de freiner la production au moment où le réarmement face à l'Allemagne devient crucial. Enfin, la fuite des capitaux à l'étranger oblige le gouvernement à dévaluer le franc, c'est-à-dire à en baisser sa valeur, en septembre 1936, ce qui est perçu comme un aveu d'échec. Ensuite, la dislocation politique. Et là, le drame qui va déchirer le Front populaire éclate en juillet 1936. C'est la guerre civile en Espagne. Le cœur de Léon Blum et de la gauche est avec les républicains espagnols, qui ont formé d'ailleurs en Espagne, en même temps que la France, un Frente Popular, un front populaire. Mais il est pressé, Blum, par son allié britannique et par les radicaux qui craignent une contagion. Il se résigne à la non-intervention. Et cette décision va briser l'alliance avec les communistes qui la lui reprochent amèrement. Alors la coalition se fissure aussi parce que les classes moyennes, qui sont les bases du parti radical, se sentent lésées par les réformes et se détachent progressivement du mouvement. Enfin, le Front populaire fait face à une opposition d'une violence inouïe. Une haine féroce, souvent antisémite, vise personnellement Léon Blum. Le slogan « Plutôt Hitler que Blum » circule. On a des campagnes de calomnie abjectes qui vont pousser le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, au suicide en novembre 1936. Et le patronat, de son côté, s'organise et lance un appel « Patrons, soyez des patrons ». Face à l'impasse économique, à la nécessité de réarmer le pays, Blum annonce une pause dans les réformes en février 1937. C'est le début de la fin. En juin, les sénateurs radicaux s'allient avec la droite et renversent le gouvernement Blum. L'expérience se disloque et prend définitivement fin en 1938, sous le gouvernement du radical Daladier, qui commence à démanteler les acquis sociaux, notamment en remettant en cause les 40 heures. L'expérience en elle-même n'aura duré qu'1 an, mais son héritage est immense et complexe. Alors politiquement et économiquement, le Front populaire est un échec. Il n'a pas su garder le soutien des classes moyennes, n'a pas résolu la crise, n'a pas empêché la marche à la guerre. Il a eu aussi ses points aveugles. Il n'a pas accordé le droit de vote aux femmes. Alors ça, c'est surtout à cause de l'hostilité du Sénat. Il a déçu les espoirs d'autonomie dans les colonies, et il est resté largement silencieux face aux purges staliniennes qui se déroulaient au même moment en URSS. On accuse aussi parfois, et c'était le cas en 1940, le Front populaire d'avoir empêché le réarmement de la France face à la menace allemande. Alors ça, c'est totalement faux. En effet, dès septembre 1936, le gouvernement du Front populaire adopte un vaste programme de réarmement sur 4 ans, avec un budget ambitieux qui dépasse même les demandes initiales de l'état-major militaire. Alors c'est sous l'impulsion notamment d'Édouard Daladier, qui est à l'époque ministre de la Défense, le réarmement s'intensifie, avec la modernisation de l'armée de terre, la création de sociétés nationales d'armement et le développement de l'aviation militaire. C'est d'ailleurs toutes ces dépenses qui entraînent la pause dans les réformes engagées, cette pause qui n'a pas toujours été comprise par les milieux populaires. En fait, c'est surtout socialement et culturellement que le Front populaire a marqué une étape capitale. Il a inscrit dans la loi des droits fondamentaux pour les salariés, comme les congés payés, les conventions collectives ou la reconnaissance du fait syndical, qui sont devenus des acquis définitifs de notre modèle social. Et au-delà des lois, le Front populaire a surtout durablement changé les mentalités. Il a ancré l'idée que l'État a un rôle à jouer pour garantir la dignité des travailleurs et que la culture et les loisirs ne sont pas un luxe, mais un droit pour tous. Finalement, le Front populaire reste dans la mémoire collective comme un mythe vivant, un moment de fierté et d'espoir pour des millions de gens qui ont eu le sentiment, pour la première fois, de prendre leur destin en main. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, faites comme ces ouvriers de 1936, faites entendre votre voix. Une note, un commentaire, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit et vous serez certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.